Alors, nous allons pouvoir commencer le webinaire. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter ensemble de la gestion écologique dans les cimetières, au travers du prisme de la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur à partir du 1er juillet 2022. Donc, on va dérouler un petit peu les différents aspects de cette réglementation, ce qu'elle va pouvoir induire sur les cimetières, voir un petit peu l'état des lieux des cimetières à l'heure actuelle, et ce vers quoi on va pouvoir tendre à l'avenir. Alors, notre webinaire, hop, si je passe pas, ça marche pas. Voilà, notre webinaire est réalisé en direct, donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. J'ai désactivé vos micros pour qu'on puisse entendre de manière claire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, et on fera un point sur ces questions en fin de présentation pour essayer d'y répondre. Alors pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, donc Fredon Grand Est est un organisme qui œuvre, comme son nom l'indique, sur la région Grand Est, et nos missions vont se structurer autour de 3 axes principaux. Un premier qui va toucher à la santé des végétaux, donc on va être l'organisme de référence en région pour la lutte contre certains organismes nuisibles, notamment tous les organismes réglementés qui peuvent porter atteinte aux filières agricoles. On a également des missions qui vont se structurer autour de la santé publique. Nous sommes par exemple la structure qui coordonne la lutte collective contre l'ambroisie. On intervient également sur la lutte contre les chenilles urticantes, comme les chenilles processionnaires du chêne ou du pin. Et enfin, on a un dernier volet qui va s'articuler autour de la protection de l'environnement. Donc dans ce cadre-là, nos missions vont permettre aux gestionnaires d'espaces verts, par exemple, de réduire leur utilisation de produits phytosanitaires, de mettre en place des techniques alternatives à ces produits qui ont un vrai impact sur l'environnement. Et donc de manière un petit peu plus détaillée par rapport à ces activités en environnement, donc nos activités vont s'articuler autour de l'entretien des espaces verts. On va pouvoir accompagner les collectivités et les entreprises de la région sur la mise en place de pratiques durables d'entretien, d'alternatives aux produits phytosanitaires, de techniques qui vont permettre d'améliorer la gestion de l'eau in situ en ville, de techniques de végétalisation qui vont permettre de réduire les effets d'îlots de chaleur urbain. Également des activités autour de la gestion du patrimoine arboré et végétal au sens large, des missions d'adaptation, de conseils techniques pour l'adaptation face au changement climatique, mais aussi de valorisation des déchets verts. Et toutes ces activités intègrent systématiquement donc, la présence et la détection d'espèces exotiques et envahissantes, mais aussi la proposition d'aménagements qui sont favorables à une certaine biodiversité. Donc nous sommes implantés à l'échelle de la région Grand Est avec une antenne pour chacune des 3 régions historiques. Donc le siège de notre structure qui est basé à Reims, donc pour la Champagne-Ardenne, et également une antenne à Malzéville pour la Lorraine et une antenne à Célestat pour l'Alsace. Alors voilà pour les présentations de notre structure, et on va s'intéresser un petit peu plus maintenant au programme de ce webinaire. Donc je vais commencer par vous faire un rappel réglementaire sur la réglementation relative aux produits phytosanitaires, et on va voir les implications que va pouvoir avoir cette réglementation. Je vais essayer de vous brosser rapidement le portrait d'un cimetière à l'heure actuelle, à quoi ressemble la majorité des cimetières. Et dans un second temps, on pourra essayer d'envisager ensemble le portrait robot d'un cimetière à partir du 1er juillet 2022. Donc on va voir que ce 1er juillet 2022 correspond tout simplement à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation par rapport aux produits phytosanitaires. Et enfin, je vous présenterai quelques dispositifs d'accompagnement et quelques structures qui peuvent vous accompagner pour arriver à faire émerger des projets, par exemple de végétalisation des cimetières, et arriver à les mener à bien. Alors, on commence tout de suite par le rappel réglementaire, donc qui va essentiellement traiter des dernières évolutions de la loi Labbé, qui est la dernière loi à être entrée en vigueur et qui est venue contraindre l'utilisation de ces produits phytosanitaires. Donc la loi Labbé, c'est un texte qui est entré en vigueur, qui a été promulgué le 6 février 2014, donc il y a déjà quelques années de ça, et qui a été modifié 2 fois, donc une première fois en août 2015 par la loi de transition énergétique sur la croissance verte, et une seconde fois en janvier 2021, donc ça on en reparlera juste après. Et donc cette loi Labbé, initialement, elle visait à interdire au 1er janvier 2017
l'utilisation des produits phytosanitaires aux personnes publiques, donc l'État et les collectivités locales. Et donc, elle vise à interdire les produits phytosanitaires dits de synthèse, donc issus de l'industrie chimique, sur l'ensemble des espaces publics, à l'exception des terrains sportifs et des cimetières sur lesquels leur utilisation est encore tolérée. Et cette législation touchait également le public amateur, donc les jardiniers amateurs, à partir du 1er janvier 2019. Donc à partir de cette date-là, les particuliers n'avaient plus la possibilité de se procurer en magasin des produits phytosanitaires de synthèse. Les seuls produits qui sont actuellement à votre disposition dans les jardineries sont des produits qui appartiennent aux gammes biocontrôle. Et donc cette législation, cette loi Labbé, touche exclusivement les produits qualifiés produits phytosanitaires de synthèse, donc issus de l'industrie chimique, et tous les autres produits, toutes les autres catégories de produits ne sont pas impactés par cette législation. C'est-à-dire que les produits qualifiés de biocontrôle, les produits qualifiés à faible risque et les produits utilisables en agriculture biologique ne sont pas impactés par cette législation. Ça, c'est un élément qui est important et qu'il faut bien avoir en tête. Et donc, les produits étaient interdits depuis le 1er janvier 2017 sur l'ensemble des espaces communaux, donc à l'exception des cimetières et terrains sportifs. Et donc, à partir du 1er juillet 2022, cette réglementation change. Donc, suite à l'arrêté qui a été publié le 15 janvier 2021 et qui étend la loi Labbé à de nouveaux espaces, c'est-à-dire à des espaces d'habitation, par exemple, donc de l'habitat individuel ou collectif, des zones d'hébergement collectif comme les hôtels, auberges ou campings, des établissements de santé, EHPAD, hôpitaux, des parcs d'attractions, mais également des jardins familiaux et ce qui va nous intéresser essentiellement aujourd'hui, les cimetières et columbariums. Également les terrains sportifs. Donc juste un petit point très rapide sur les terrains sportifs, car il y a pas mal de petites subtilités. Ce qu'on va entendre par terrain sportif sur lesquels les produits phyto vont être interdits, ce sera tous les espaces en dehors de ceux qui sont cités ici. C'est-à-dire qu'on va toujours pouvoir utiliser des produits phytosanitaires jusqu'au 1er janvier 2025 sur les terrains dits de grands jeux, donc ça va être terrain de foot, rugby, les pistes d'hippodrome, les terrains de tennis sur gazon et les golfs. Donc tout ça à la condition exclusive que ces sites soient clos et que l'accès soit réglementé et maîtrisé et soit réservé seulement aux utilisateurs de ces terrains. Donc à partir du 1er juillet 2025, on se dirige très probablement vers un système de dérogation qui permettra, selon les niveaux des compétitions, selon les compétitions simplement, d'avoir des dérogations pour avoir des utilisations de produits phytosanitaires. Donc très probablement, par exemple, la Ligue 1 et la Ligue 2 en foot et le Pro D1 et Pro D2 en rugby pourront probablement avoir des dérogations pour utiliser ces produits. Par contre, sur les niveaux de compétition inférieurs, on peut s'attendre raisonnablement à ce que ces produits soient interdits. Et donc, pour résumer de manière un petit peu plus claire, donc, depuis le 1er janvier 2017, les produits phytosanitaires sont interdits sur les espaces publics, donc parcs, jardins, espaces verts, les forêts, les zones de promenade et la voirie. Et donc, encore utilisable jusque-là sur les cimetières et terrains sportifs. Mais depuis le 1er juillet de cette année et l'entrée en vigueur de l'arrêté qui modifie la loi Labbé, on a une extension de ces zones où les produits sont interdits. Et on voit notamment apparaître dans ces interdictions les cimetières et columbariums. Et donc, on va avoir un besoin de trouver des techniques alternatives, des techniques différentes de gestion de nos cimetières pour arriver à répondre à cette exigence tout en maintenant un niveau d'entretien satisfaisant sur ces cimetières. Donc, si vous avez encore des produits en stock et que du coup, vous ne pouvez plus utiliser parce que les usages ont sauté, je vous invite à vous rapprocher de la structure Adivalor, qui est en France l'organisme de référence pour l'évacuation des PPNU, donc les produits phytosanitaires non utilisables, également tout ce qui est EVPP, les emballages vides de produits phytosanitaires. Donc, je vous invite à vous rapprocher de cette structure, donc Adivalor, adivalor.fr, ou alors par téléphone directement au 04 72 68 93 80. Ils pourront, donc Adivalor pourra directement vous indiquer les lieux de collecte les plus proches de chez vous, les dates de ces collectes, ou à défaut,
vous proposer directement une collecte spécifique pour vous. Voilà, donc là j'en ai fini pour la partie réglementation et la loi Labbé. Donc ayez bien en tête qu'à partir depuis le 1er juillet de cette année, vous ne pouvez plus utiliser de produits phytosanitaires de synthèse sur vos cimetières. Donc, par exemple, tout produit à base de glyphosate sera interdit à l'usage sur vos cimetières. Alors, je vais maintenant vous brosser rapidement le portrait d'un cimetière tel qu'on les connaît à l'heure actuelle, à l'instant T. Tout simplement, un état des lieux des sites de sépulture que l'on peut retrouver communément sur nos territoires. Donc, à l'heure actuelle, les cimetières chez nous correspondent encore majoritairement, malheureusement, au règne du minéral. On est face à des espaces qui sont majoritairement couverts d'un paillage minéral, donc que ce soit du schiste, du calcaire ou des revêtements perméables ou semi-perméables, imperméables, pardon, semi-perméables, mais vraiment quelque chose de majoritairement minéralisé et qui est encore accentué par le fait que la grande majorité des monuments sont couverts par des pierres de taille. On est également face à des sites qui sont très souvent clôturés par une enceinte qui est murée. Donc le fait qu'un cimetière soit clôturé, c'est parfaitement normal, c'est obligatoire même. Mais le fait d'avoir une enceinte murée, donc comme on peut le deviner, c'est pas facile sur ces petites photos, mais vous pouvez voir sur les photos ici, les enceintes murées, ça va participer encore à renforcer cette impression de minéralisation très importante et va pouvoir induire une sensation un petit peu d'enfermement. On est également face à des tombes qui sont très peu végétalisées, donc comme je le disais juste avant, on a majoritairement des pierres de taille qui viennent refermer les tombes. Le seul fleurissement qu'on va pouvoir observer de manière générale sur les tombes va se situer sur du fleurissement hors sol qu'on va pouvoir disposer sur la pierre. Donc qui sera là en plus assez présent sur une assez faible durée dans le temps, essentiellement autour des fêtes religieuses. On est également face à des cimetières dans lesquels on va avoir beaucoup de tombes abandonnées qui vont du coup avoir un développement de végétation qui va pouvoir être gênant pour les gestionnaires. Et également face à des espaces dans lesquels on a globalement très peu de végétation, donc en dehors de l'enherbement. Là, je parle ici de tout ce qui va être fleurissement, arbres, arbustes. Globalement, on est sur des sites sur lesquels on ne va pas observer ce type de végétaux, ou alors de manière très, très exceptionnelle. Et donc, on est sur des sites où, globalement, la présence du fleurissement et de végétation en dehors, en hors sol en tout cas, est rare, et où la végétation dans ces sites-là est peu tolérée. Si on regarde par exemple ces 3 photos, si on s'intéresse à celle du bas, on est sur un cimetière qui va être qualifié de propre, entre guillemets, tout simplement parce qu'on voit qu'on n'a aucun développement de végétaux sur le paillage minéral. En revanche, si on regarde la photo juste au-dessus, on peut voir ici qu'on est en début de développement de fleurs non désirées dans les allées principales. Et là, le cimetière va vite être qualifié par certains usagers de sale, tout simplement parce qu'on va avoir un salissement, encore, c'est une manière de parler, mais des allées par la végétation. Alors, on est également dans une impasse technique, étant donné que le panel des solutions pour gérer ces espaces devient de plus en plus restreint. Simplement, historiquement, les cimetières étaient désherbés chimiquement. Donc, historiquement, j'entends ici depuis l'avènement des produits phytosanitaires, bien entendu, depuis l'après-guerre. Avant, on verra qu'on était sur des espaces qui étaient complètement différents. Mais en tout cas, on s'est beaucoup appuyé. Il est où, chef? Avec la rue? Coupez vos micros, s'il vous plaît. Si, mais même dans la rue, je sais pas. Le rond-point la Croix-Blanche. Ouais. T'as le haricot qui vient de... S'il vous plaît, coupez vos micros. Merci. Okay. Donc, historiquement, des espaces qui étaient désherbés chimiquement, tout simplement parce qu'à l'époque, c'était présenté comme une solution durable, une solution efficace, relativement peu coûteuse et qui avait une certaine durabilité dans le temps. Chose qu'on ne va pas forcément retrouver avec les techniques dites alternatives qui, certes, ont une bonne performance environnementale, mais derrière ont une durabilité, donc un effet dans le temps qui sera plus limité. Donc, on a pu avoir des gestionnaires qui face aux problématiques que peuvent soulever ces produits phytosanitaires, ont anticipé ces interdictions d'utilisation des produits
et ont mis en place des techniques qu'on a qualifiées de techniques alternatives. Donc tout ce qui va tourner autour, par exemple, du désherbage, soit manuel, soit à la binette, donc des techniques qui sont relativement fastidieuses quand même, qui s'entendent sur des espaces de faible dimension, mais qui deviennent vite ingérables sur des cimetières de taille importante. Donc on peut également envisager du désherbage thermique, mais là encore, c'est une solution qui est peu adaptée parce qu'elle va dans un premier temps favoriser la levée des végétaux qui sont en dormance dans le sol, donc en apportant de la chaleur. On peut éventuellement avoir du désherbage mécanique qui, lui, pour le coup, serait déjà beaucoup plus approprié, mais qui est beaucoup plus conditionné par la dimension des allées. On a besoin d'avoir des allées d'une certaine dimension, des tombes alignées pour pouvoir utiliser ce type de matériel. C'est malheureusement pas souvent le cas, hein. Si on parle par exemple d'un cimetière, d'un vieux cimetière qui se situe autour d'une église, globalement, c'est une technique qui sera assez compliquée à mettre en œuvre. Et enfin, on a des solutions de végétalisation, donc des solutions préventives. Tout simplement, l'idée, c'est d'occuper le terrain avant que la flore non désirée puisse se développer. Et donc là, on va passer par exemple par des végétaux couvre-sol comme des sédums, donc, qui sont des petites plantes grasses tapissantes, ou alors des matériaux spécifiques qui vont imperméabiliser, entre guillemets, l'espace considéré vis-à-vis de la végétation, mais qui permettra le passage de l'eau. Donc au final, on est face à des techniques d'entretien qui, à l'heure actuelle, sont fastidieuses et peu gratifiantes pour les agents qui vont les mettre en œuvre. Voilà, désherber un cimetière à la binette, on imagine tous que c'est quelque chose de peu intéressant, peu gratifiant, qui en plus, en période estivale, peut être assez éprouvant pour l'agent. Donc on va chercher à mettre en place des techniques alternatives. C'est ce qu'on verra après. Et ces techniques vont essentiellement se structurer autour de la végétalisation. Ça va être vraiment la clé pour réussir la transition vers une gestion plus écologique des cimetières. Donc on est également face, on est également face à des sites spécifiques avec vraiment des attentes très spécifiques et des problématiques vraiment très fortes. La minéralisation extrême de ces sites conduit à avoir un îlot de chaleur urbain. Tout simplement, on va avoir un élèvement local de la température du fait de l'accumulation de matières minérales et de l'absence de matière végétale. On a également certaines techniques qui vont pouvoir générer des gaz à effet de serre. Donc, je pense notamment au désherbage thermique, donc à gaz par exemple, qui va libérer des gaz à effet de serre, qui va venir encore renforcer cet effet de cet îlot de chaleur urbain. On a également une problématique forte par rapport à la gestion des eaux pluviales, et problématique qui sera encore renforcée si jamais on est sur un contexte topographique en pente. On a besoin d'avoir désormais des structures qui permettent d'infiltrer localement les eaux de pluie, chose qu'on ne pourra pas voir par exemple si on tend à imperméabiliser un cimetière, par exemple en mettant du béton ou du bitume. Donc on a, comme je disais, la problématique des pentes, hein, qui va pouvoir induire des ruissellements, qui est problématique, et qui est également problématique pour l'accès aux personnes à mobilité réduite, puisque la législation impose maintenant les collectivités à avoir un accès PMR dans les cimetières, donc pas forcément un accès intégral, hein, il suffit d'avoir un accès partiel pour qu'on soit conforme à la réglementation, mais derrière cet accès nécessite la mise en place de certains revêtements, certains matériaux spécifiques pour pouvoir garantir l'accès. Et donc au final, quand on imbrique toutes ces problématiques, on se retrouve face à un espace qui globalement est austère parce que bien souvent privé de végétation. La rare végétation qu'on va pouvoir retrouver souvent dans les cimetières correspond aux zones en attente de concession qu'on va laisser en pelouse, bien souvent tondues à outrance malheureusement. Et donc ces cimetières vont être souvent une source de crispation au sein des collectivités, parce qu'on va avoir d'une part une attente de la part des usagers qui va être énorme en termes d'entretien, puisqu'ils s'attendent à avoir des graviers sans la moindre végétation, mais derrière les impératifs de gestion de la collectivité qui font qu'on ne peut pas avoir en permanence un agent dédié à l'entretien du cimetière. Et d'autant plus qu'on n'a pas forcément le matériel adéquat pour avoir une gestion rapide et efficace de ces sites. Donc en résumé, à l'heure actuelle, les cimetières sont des sites à fort enjeu, donc soit culturel, économique ou environnemental, mais qui malheureusement offrent un cadre qui est austère
donc froid, et qui est souvent rude et peu propice au recueillement dans des conditions satisfaisantes. On est vraiment sur une inhumation dans un cimetière tel qu'on peut le voir sur la photo, peut être relativement difficile, et le recueillement de la même manière, et on verra que par de la végétalisation, on peut déjà arriver à fournir un cadre qui est plus, alors, entre guillemets, bien sûr, un cimetière restera toujours un cimetière, mais qui est plus agréable, qui est plus confortable, on va dire. Alors, donc ça, c'était pour les cimetières à l'heure actuelle. Maintenant, je vais essayer de vous brosser un petit peu le portrait robot du cimetière tel qu'il pourrait devenir dans les mois, dans les années à venir, et en quoi la législation, donc l'évolution de la loi Labbé avec l'interdiction de ces produits phytosanitaires, va pousser en ce sens-là. Donc on va s'intéresser maintenant au cimetière à partir du 1er juillet 2022. Alors tout d'abord, il ne faut surtout pas voir ça comme un retour en arrière. L'idée, c'est pas du tout de retomber sur des cimetières comme on a pu les observer par le passé. Donc vous avez ici un exemple, hein, on est limite dans une friche. L'idée, c'est pas du tout de partir là-dessus. C'est vraiment de tirer le meilleur des expériences passées, de plus de 50 années, par exemple, de gestion des cimetières, de tirer le meilleur de partie de la connaissance qu'on a des végétaux pour arriver à sélectionner la bonne végétation, l'implanter au bon endroit et mettre les bons outils dans la main des bonnes personnes. Vraiment, ça va être l'objectif de réfléchir son aménagement pour qu'il puisse être le plus durable possible. Alors, cette végétalisation, c'est quelque chose qui est déjà présent de manière assez large et assez connue à l'étranger. Donc, vous avez sûrement tous en tête les exemples des cimetières américains, donc soit sur notre territoire, avec les cimetières de guerre qui sont intégralement végétalisés et qui, pour le coup, sont moins froids que les cimetières classiques français. Et on a également tous, hein, dans l'iconographie américaine, les cimetières qu'on peut voir dans les films, où on se retrouve plus au final face à un parc, un grand parc arboré avec des tombes assez discrètes d'ailleurs. C'est des choses qui sont dans leur culture, qui sont pas encore malheureusement dans la nôtre, et on voit que cette végétalisation des lieux de sépulture, elle est déjà dans les mœurs de nombreux pays. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver en Suisse, en Suède, au Royaume-Uni, également dans le Maghreb et en Inde. C'est déjà des choses qui existent, qui sont viables d'un point de vue entretien, d'un point de vue économique, et qui derrière sont beaucoup plus agréables, beaucoup moins froides que les cimetières que l'on peut connaître à l'heure actuelle sur notre territoire. On a des nouveaux modes de sépulture également qui émergent et qui nous viennent de l'étranger. Donc je pense notamment aux cimetières forestiers qui sont relativement courants au Luxembourg et en Allemagne. Donc l'idée, c'est tout simplement d'avoir une inhumation entre guillemets naturelle, hein, dans un cadre naturel. Donc il y a quelques cimetières en France, donc il y en a notamment un en Moselle, mais à l'heure actuelle, le droit funéraire français est encore peu favorable à ce type de sépulture. Donc on a besoin d'évoluer en interne, d'évoluer vis-à-vis de notre législation pour que ces sites puissent se développer et voir le jour davantage sur notre territoire. Donc concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire pour arriver à répondre à cette exigence de zéro phyto imposée sur les cimetières? Quelles solutions on va vraiment pouvoir mettre en œuvre pour arriver à avoir un cimetière à la fois facile à gérer, à la fois esthétique? Eh ben, ça va surtout se structurer autour de la végétalisation. Dans un premier temps, on va chercher à choisir les végétaux que l'on va implanter. Tout simplement, une végétation qu'on a choisie, c'est une végétation qu'on ne va pas subir. Donc pour ça, on va sélectionner, par exemple pour l'enherbement des allées, on va sélectionner des mélanges de semences qui ont été spécialement sélectionnées pour avoir une pousse qui est relativement lente et une hauteur de végétation qui est relativement basse. Et le tout avec une forte résilience au stress hydrique. Donc l'idée tout simplement, c'est d'avoir une pelouse qui va être suffisamment tapissante pour couvrir le sol et noyer les adventices au milieu d'un océan de verdure. C'est un mode de gestion qui est assez intéressant au point de vue investissement temps, puisqu'on va être sur 4 à 6 opérations de tonte à l'année. Et on va avoir un résultat qui va être assez rapide. En quelques mois, si jamais on intervient à l'automne, en quelques mois, on va pouvoir avoir un cimetière qui est
intégralement végétalisé. On va également chercher à mettre en œuvre des revêtements qui sont faciles à entretenir sur le long terme. Typiquement, le paillage minéral, gravier ou schiste ne fait pas partie de ces revêtements faciles à entretenir sur le long terme, parce qu'on n'a tout simplement pas les moyens techniques, ou en tout cas quand ils existent, ils sont assez coûteux, de les entretenir facilement et d'avoir un résultat satisfaisant. Donc on va pouvoir chercher par exemple à partir sur des revêtements alors, novateurs entre guillemets, parce qu'ils existent déjà maintenant depuis plusieurs années, mais sur des revêtements qui sont perméables ou semi-perméables et qui vont permettre d'interdire la pousse de la végétation tout en laissant passer les eaux pluviales. Donc on aura un double effet, en effet moins d'entretien et à la fois infiltration des eaux de pluie, ce qui est assez intéressant et qui correspond aux nouvelles thématiques sur lesquelles désormais il faut se positionner. L'idée également, ça va être de redonner sa place au végétal. Tout simplement pour répondre à ce dont j'évoquais tout à l'heure, le fait que ces espaces soient particulièrement austères, froids. L'idée ici, ça va être de rapporter des végétaux pour à la fois créer un espace plus propice au recueillement, faciliter l'entretien, mais également à un objectif écologique de recréer des connectivités entre les différents habitats. Et enfin, on va chercher à intégrer les nouveaux rites funéraires. Donc on voit désormais que la crémation se développe de plus en plus. Donc on va chercher à avoir des columbariums, qui sont mieux intégrés dans le paysage du cimetière, et également à intégrer les nouveaux modes d'inhumation comme les cavernes, qui tendent à se développer de plus en plus. Alors je vais détailler un petit peu plus chacun de ces aspects. Donc pour choisir sa couverture du sol, on va chercher à mettre en place un couvert végétal qui est dense, donc tout simplement pour limiter le développement des adventices, donc de la flore non désirée, et qui est résilient. Ça va être quelque chose de très important. L'idée, c'est que le couvert végétal que vous allez implanter, il faut qu'il puisse récupérer suite à une perturbation. Et là, j'entends essentiellement le stress hydrique en période estivale. C'est des mélanges, on va sélectionner plutôt un mélange qui a la capacité de récupérer après un stress hydrique, de redémarrer rapidement. Et l'idée, bien sûr, ça ne va pas être de réaliser un semis avec des graminées qui vont griller à la première sécheresse. Ce serait vraiment d'avoir un aménagement qui sera durable dans le temps. Donc pour ça, on a différents moyens pour réaliser la végétalisation, selon les besoins, selon les contraintes techniques. On va par exemple pouvoir réaliser ça via de l'hydromulching ou de l'hydroseedling. Donc c'est une technique qui peut être intéressante parce qu'elle permet d'avoir une certaine uniformité dans l'application, dans la levée des végétaux. On va avoir un espace qui est vraiment assez uniforme en termes de levée, en termes d'aspect visuel. Et ça peut aussi être en plus, notamment avec les épisodes de sécheresse qu'on rencontre de plus en plus fréquemment, parce que l'hydromulching va conserver un petit peu plus longtemps de l'humidité au niveau de la graine et va donc permettre une levée plus facile. Ça peut être un filet de sécurité si jamais on fait une application en dehors des périodes conseillées. Ça va permettre en tout cas de sécuriser un petit peu plus le semis. Donc c'est l'image que vous voyez ici, vous voyez une personne avec un tuyau d'application qui est en train de projeter le mélange vert, qui est tout simplement en colorant de traçage pour suivre l'application, et il projette un mélange avec un mulch qui va permettre de garder l'humidité. Donc ça demande quand même pas mal de moyens en termes de mise en œuvre, puisqu'il va falloir des personnes avec des plaques pour protéger les tombes, et l'application se fait soit en prestation par une société spécialisée, soit vous pouvez également louer la machine, mais là ça demande quand même une certaine technicité derrière. Donc on peut ensuite envisager un semi-mécanique, donc un semi classique j'ai envie de dire. Donc c'est ce que vous avez ici, on va chercher à retirer les graviers en excès, pour ensuite venir travailler très superficiellement le sol. Donc, un simple griffage peut suffire selon la nature du substrat. Et on va venir avec un micro-semoir semer le mélange de graminées que l'on aura choisi. Donc ça peut être intéressant si on a des grands linéaires à traiter. Si on est sur des cimetières beaucoup plus petits, beaucoup plus modestes, on pourra très bien réaliser un semis à la volée, ce sera largement suffisant. On
On peut également envisager un enherbement spontané, donc là c'est quelque chose qui s'entend vraiment sur un pas de temps relativement long, hein, on va parler de 4-5 ans, voire plus. L'idée c'est simplement de laisser la végétation reprendre sa place petit à petit. Donc on va pouvoir faire pendant ce temps-là du désherbage manuel sélectif, tout simplement on retirera manuellement les végétaux que l'on ne souhaite pas avoir s'installer dans le cimetière. Ça permettra de laisser de la place pour les autres végétaux. Et enfin, on a des solutions clés en main, comme les tapis de sédum, par exemple, qu'on va pouvoir découper aux bonnes dimensions et poser, et qui permettront d'avoir un effet vert instantané, mais qui dans le temps ne vieilliront pas forcément très bien, ou encore des micro-mottes. Donc ce que vous pouvez voir ici, hein, le semis de thym en bordure de tombe, donc qui va avoir un effet couvre-sol, ou ici du sédum qui a été bouturé. Pareil, l'idée c'est d'occuper le sol pour empêcher la pousse des adventices. Donc on peut envisager... attendez, ça a changé, oui, voilà. Hop, pardon. Donc l'objectif c'est vraiment de redonner sa place au végétal, de réintroduire des végétaux dans ces espaces où au final on les a retirés petit à petit. Donc l'objectif c'est d'embellir le cimetière par du fleurissement, mais en faisant ça de manière raisonnée. L'objectif c'est pas de vous tirer une balle dans le pied en mettant des annuels partout dans le cimetière. L'objectif ça va vraiment être de choisir une flore adaptée, donc par exemple des vivaces fleuries, qui vont vous demander moins d'entretien, mais qui auront quand même une plus-value esthétique et une plus-value écologique. Donc vous avez des plantes qui continuent à fleurir assez longtemps, hein, que ce soit des roses trémières, camomilles, des astères, certaines euphorbes, du lamier. Enfin, voilà. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez avoir un petit peu des conseils sur cette palette végétale, mais voilà, vous avez vraiment une grosse possibilité de végétaux que vous pouvez implanter, donc sous forme de massifs, sous forme de points de fleurissement individuels, pour apporter, à la fois embellir et créer des zones refuges pour la faune. Donc on va également chercher à implanter des aménagements paysagers, donc c'est ce que vous avez ici sur cette photo en bas à gauche. Donc on voit que pour masquer les pales planches qui sont derrière, on a implanté ici une haie, donc qui a une double valeur, hein. Outre le fait de masquer cet aménagement qui est peu esthétique, on va également recréer de la connectivité, recréer de l'habitat, qui va permettre d'accueillir une certaine biodiversité. Ça s'inscrit dans le cadre de la restauration des trames vertes et bleues. On peut avoir des actions qui vont aller dans ce sens-là. On va également chercher à apporter à nouveau des arbres. On a énormément de cimetières qui ne comportent pas d'arbres. Alors, ça peut être compliqué selon la configuration du cimetière. Ça nécessite d'avoir des espaces avec pas mal de place, parce qu'on doit espacer suffisamment les arbres des zones de sépulture pour pas qu'on ait des dégradations au niveau des monuments. Mais en tout cas, si on a la place, la possibilité, c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Ça va permettre de créer des zones d'ombre, là aussi de recréer de la connectivité. On voit que là, au final, on a un alignement d'arbres qui est quasiment continu. Ça va créer donc de l'ombre, ça va permettre de limiter l'effet îlot de chaleur urbain dont on a parlé précédemment, et ça va permettre d'attirer également des oiseaux. Et enfin, on va pouvoir partir sur des végétaux couvre-sol. Donc tout à l'heure, on évoquait le sédum, c'est pas le seul, hein. Le sédum, le thym. Vous pouvez également partir, comme ici, sur du millepertuis, qui est assez intéressant, qui a le mérite de fleurir également, donc en fleurissement jaune qui est assez esthétique. Voilà, vraiment l'idée, ça va être de revégétaliser, de créer des massifs. Donc après, pas à outrance, hein. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelques points de fleurissement pour apporter un petit peu améliorer l'esthétisme, mais aussi participer à l'amélioration du potentiel écologique du site, et également de diminuer l'effet îlot de chaleur urbain. On va également chercher donc à mettre en œuvre des matériaux qui sont appropriés. Donc on va choisir des matériaux dont la gestion est relativement facile sur le long terme. Donc vous avez ici plusieurs exemples, donc soit avec des pavés qui vont pouvoir être drainants et donc participer à l'infiltration in situ des eaux de pluie. Donc vous avez ici un autre exemple avec des pavés qui cette fois-ci sont végétalisés. Donc juste en cas d'accès PMR, on fera attention à ce que le substrat affleure bien au niveau de la dalle, parce que sinon ça va bien sûr représenter un risque de chute. Mais là, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, qui permettent de sécuriser
les cheminements et à la fois de rendre carrossables, en tout cas à de la faible circulation, ces allées. On peut également partir sur des revêtements tels que du béton désactivé, ce que vous avez ici. Donc il y a un coût qui est non négligeable, mais qui derrière esthétiquement est plutôt assez intéressant. C'est quelque chose qu'on réservera par contre plutôt à une situation topographique plate. Dès qu'on va être sur des pentes qui vont commencer à devenir importantes, on va plutôt chercher à s'en passer ou alors à réaliser des escaliers, simplement parce qu'avec quand le béton désactivé va être mouillé, il sera plus glissant que d'autres revêtements. Et enfin, quelque chose de très important, on va chercher à éviter au maximum la rupture entre les matériaux. Parce que ce qui vous vous avez un exemple ici, tout simplement, on voit une allée en béton désactivé qui est encadrée de bordurettes, et on voit tout simplement ici un joint qui va avoir tendance avec le temps et avec le fait que le sol va travailler à s'ouvrir progressivement, et qui va être une source d'enherbement potentiel, de développement d'adventices en tout cas, et qui va venir nuire à l'esthétique du site. Donc là, par exemple, on aurait pu chercher à avoir le béton désactivé qui venait directement en appui de la bande en marbre. Et là, on aurait limité quand même sensiblement le risque de voir de la flore non désirée se développer sur cet équipement. Donc on va également chercher à gérer de manière intelligente les espaces contraints. C'est des espaces qui sont présents de manière très importante sur les cimetières. On va les retrouver de manière quasi systématique dans tous les cimetières, et notamment les intertombes et les dos tombes. C'est vraiment les deux configurations les plus compliquées à gérer, parce que le faible espacement limite forcément les techniques que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Donc on va voir ici deux philosophies, une qui va passer par de la végétalisation, donc c'est ce qu'on peut voir ici, avec un pied de mur qui est couvert avec des joubarbes. On pourrait très bien imaginer la même chose ici en intertombe, hein, ou avec des sédums ou d'autres végétaux, peu importe. On verra après un exemple avec des vivaces qui vont avoir un aspect complètement différent, mais pour autant qui reste intéressant. Et donc en face de la végétalisation, on peut partir sur des techniques d'inertage. Donc c'est ce que vous avez ici représenté avec un béton à base de copeaux de bois stabilisés, qui va permettre de laisser passer l'eau, mais qui interdira la pousse de la végétation. Donc on a un petit peu le même esprit ici, avec une bande de caoutchouc recyclée, qui va empêcher la végétation de pousser. Donc on va la poser, la fixer avec des agrafes et la recouvrir de gravier. Donc juste là, la pose n'est pas optimale, on cherchera bien à avoir une jonction de part et d'autre pour empêcher la végétation de pousser. Donc là, on est sur de la gestion de l'existant. L'idéal maintenant, c'est pour les futurs aménagements, c'est de ne pas avoir à gérer ces sites-là, ces espaces contraints. Donc c'est ce que vous voyez sur la photo centrale ici. Les tombes ont été implantées dos à dos, donc du coup on n'a pas d'autres tombes à gérer. Et les tombes sont jointives par le côté, ce qu'on voit ici sur la partie gauche de la photo. Tout simplement, on n'a pas d'intertombe à gérer. Ça, c'est des choses qui passent par qu'on peut cadrer avec le règlement du cimetière. Donc on en reparlera un petit peu après. Et voilà, vraiment pour l'existant, il va falloir faire avec les moyens du bord. Par contre, pour les aménagements futurs, il va falloir vraiment réfléchir, intégrer la dimension gestion dès la conception de l'aménagement pour que sa gestion soit plus facile sur le long terme. Donc là, vous avez un exemple de végétalisation des intertombes avec des vivaces, donc en aspect complètement différent de ce qu'on a pu voir avant, hein. Là, on est sur un cimetière qui a été intégralement végétalisé et où le paysagiste qui a réalisé les travaux a implanté différentes vivaces. Donc, on en voit ici au premier plan, on en devine derrière et sur les côtés. Vous avez un autre exemple ici où les dos de tombes ont été intégralement végétalisés. Donc ça demande bien sûr un petit peu plus d'entretien que des plans de couvre-sol rase ou en inertage, mais derrière on est sur un aspect visuel qui est beaucoup plus intéressant. On a quelque chose qui est beaucoup plus flatteur à l'œil, plus intéressant également pour les insectes, hein, parce qu'on va pouvoir attirer des pollinisateurs. Donc on est là sur une autre mesure, un autre type d'aménagement, si jamais on peut se le permettre, si jamais on a envie de partir sur quelque chose de plus qualitatif à l'œil, il ne faut pas hésiter, c'est quelque chose qui se passe très bien, hein. Là, on a eu d'excellents retours sur ce cimetière. Et au final, la gestion est
demande pas plus de temps que par le passé, donc avant qu'il soit végétalisé. Et vous avez ici un exemple de pause dans tapis de sédum, donc qui est pas forcément la technique qui fonctionne le mieux sur le long terme. À court terme, ça marche très bien. Sur le long terme, ça vous demandera quand même un petit peu d'entretien parce que vous allez avoir tendance à avoir une espèce qui va commencer à prendre le pas sur les autres, avoir une uniformisation du couvert végétal, et ça pourra vous demander de réapporter d'autres végétaux pour arriver à conserver un couvert qui soit satisfaisant. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, hein, le règlement du cimetière, ça va vraiment vous permettre de donner un cadre à la fois aux usagers et à la fois aux entreprises qui vont venir travailler dans le cimetière. L'idée, c'est tout simplement de garantir sur le long terme les équipements que vous allez réaliser. Donc, tout simplement en demandant, en imposant plutôt, à ce que les tombes soient chargées par le haut. Tout simplement parce que si à chaque fois on vient découper ici à l'avant de la tombe suite à un enherbement bien sûr, on va devoir à chaque fois remettre en état. Ce qui va pouvoir être compliqué parce qu'on n'aura plus forcément les bonnes graines à disposition, ça va prendre du temps, c'est pas quelque chose qu'on peut réaliser n'importe quand. Donc on va se retrouver avec un espèce de patchwork de zones ouvertes et de zones non ouvertes dans le cimetière. Donc on va vraiment, pour les nouveaux aménagements bien sûr, hein, demander un chargement par le haut, imposer à ce que les tombes soient jointives, donc là encore pour limiter l'entretien au niveau des intertombes. On peut également vendre les concessions une par une, donc pour qu'elles se remplissent de manière successive, hein, et pas avoir des tombes qui vont se développer de manière anarchique dans le cimetière. Et enfin, imposer à ce que tous les monuments soient dans le même sens. C'est ce qu'on peut voir sur des vieux cimetières, où les tombes sont en quinconce. Derrière, en termes d'entretien, c'est pas facile pour l'agent, ça limite grandement les techniques que l'on peut mettre en œuvre. Voilà, donc on va vraiment chercher à cadrer au maximum l'utilisation du cimetière. Donc ça, vous avez des documents alors, plus ou moins types qui circulent sur Internet. N'hésitez pas à vous faire accompagner par différentes structures pour pouvoir identifier les points qui peuvent être bloquants sur votre cimetière pour mettre en place un règlement du cimetière qui, à la fois, vous protège et vous garantit la bonne tenue des aménagements que vous aurez pu réaliser dans le temps, mais qui, à la fois, est facilitateur pour les usagers et les entreprises de pompes funèbres. N'hésitez pas aussi à revenir vers nous si jamais vous êtes intéressé, on pourra vous aider pour mettre en place ce type de règlement. Donc, la gestion funéraire, c'est également quelque chose de très important. Le fait de bien connaître votre cimetière, de bien connaître l'emplacement des tombes, la durée des concessions, c'est quelque chose qui sera vraiment important et qui va vous aider à avoir une bonne gestion et une gestion sur le long terme. Donc pour ça, vous avez des outils qui existent de gestion du cimetière. Donc tout simplement, soit sous forme de logiciel, soit sous forme plus simple, tout simplement un SIG qui est relié à un tableur et qui permet derrière d'avoir une vision claire de son cimetière et de l'occupation de son cimetière. Donc là encore, n'hésitez pas à vous faire accompagner par différentes structures qui peuvent proposer ce type d'accompagnement, ce type de logiciel pour en disposer. Ça peut vraiment vous aider au quotidien et c'est aussi quelque chose sur lequel nous, on peut vous accompagner pour la création d'un plan du cimetière et derrière la création d'un outil de gestion simplifié pour le cimetière. Donc également, ça permettra de mettre en avant les zones à réaménager. Si on a par exemple une zone où toutes les concessions sont échues, on pourra envisager de les récupérer et de réaménager cette partie, donc soit en la mettant de nouveau à disposition pour des nouvelles tombes, soit tout simplement en créant un nouvel espace. On peut très bien imaginer par exemple ici, si jamais toutes ces concessions sont échues et ont été reprises par la municipalité, de créer un espace arboré. Ce serait tout à fait possible. Alors, je vais maintenant vous parler de je vais plutôt laisser parler la commune de Malzéville avec qui on a travaillé. Et on a réalisé une petite vidéo avec eux. C'est tout simplement un retour d'expérience de ce qu'ils ont pu essayer de mettre en œuvre. Alors, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on a eu un petit souci tout à l'heure par rapport à la diffusion. Voilà. Donc ma collègue vous a mis dans le chat un lien YouTube parce que là, j'arrive pas à voir le son sur la vidéo. Donc je vous invite à cliquer sur le lien
le lien que vous avez dans le chat. C'est une petite vidéo qui dure 5 minutes. 5 minutes, oui. Voilà. Donc je vous invite à cliquer dessus, à la regarder, et je vous reprends dans 5 minutes. Moi, je vais quand même la lancer sur l'ordinateur, là, mais du coup, vous n'aurez pas le son, malheureusement. Donc pour avoir le son, je vous invite à vous connecter sur le petit lien. Et je vous reprends dans 5 minutes. Oups. Non. Ah, si, je crois. Voilà. Ici, les éventuels, je peux trouver les bons, ça c'est pas mal. Sur des pays. Ok, quoi, désactivé.
ressenti, les connaissances de chacun. On a monté ce comité de pilotage qui se réunit à peu près tous les ans et c'est lui qui donne un peu le ton à suivre. Pour axer notre travail aussi sur la communication, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Peut-être un projet qui est mené sur un cimetière. Mais globalement, les retours sont plutôt positifs. Je pense que les citoyens en matière d'écologie sont bien plus en avance que la plupart des politiques de France. Donc les retours, surtout quand les usagers du cimetière ont vu l'implantation de la périphérie, l'enherbement dans les haies, il y a eu plutôt une satisfaction de ce qui était mis en œuvre. Un cimetière, c'est un lieu qui est fortement chargé en émotions. Donc c'est un espace, bien entendu, qui va faire réagir les usagers. Pour nous, il était important d'accompagner ce projet par des Bien. raisons qui nous avaient emmené à cet enherbement du cimetière. Et nous avons aussi, grâce à l'embauche d'un nouveau salarié du service des comptes, affecté à plein temps au cimetière, l'opportunité d'avoir un interlocuteur de la mairie régulier pour informer et expliquer aux visiteurs du cimetière le sens de notre démarche, les raisons peut-être parfois certaines verbes intempestifs. Le pilotage foisonne de projets. Nous réfléchissons actuellement à une zone de convivialité à mettre en place sur le cimetière. Une organisation parking, au moins une partie d'entre-lui. Réfléchir aussi à une réimplantation de l'arbre dans le cimetière pour créer aussi des espaces ombragés, paysagers de cette manière-là. Et réfléchissons aussi à trouver les moyens de faire sortir le plastique du cimetière. Je pense là à effectivement les plans de plastique déposés sur les tombes. Pourquoi pas ne pas mettre en place une prairie au service de fleurs pour les visiteurs du cimetière qui pourraient ainsi fleurir les gens qui viennent rendre visite. Voilà, donc j'attends encore un tout petit peu, au cas où vous ayez mis un petit peu de temps à vous connecter sur le lien YouTube que ma collègue a pu vous mettre dans la description. Déjà un grand merci à la ville de Malzéville qui a bien voulu témoigner sur les aménagements qu'ils ont pu réaliser sur leur cimetière. Également à ma collègue Aurélie pour le montage de la vidéo. N'hésitez pas donc à revenir vers nous si vous voulez échanger aussi à propos des aménagements qui ont pu être réalisés sur le cimetière, de la manière dont ça s'est passé, du ressenti que peuvent avoir à la fois le gestionnaire et à la fois les usagers. Voilà. De manière globale, de toute manière, n'hésitez pas à vous rapprocher des communes qui ont déjà réalisé des aménagements, qui peuvent vraiment vous fournir un retour d'expérience qui est vraiment très intéressant. Donc on a à l'échelle de la région maintenant un bon réseau de cimetières avec lesquels on a déjà travaillé et avec lesquels on a pu proposer différents types d'aménagements, donc pousser le curseur plus ou moins loin selon la demande et selon aussi ce qui était possible de réaliser à ce moment-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous réorienter sur les cimetières qui peuvent présenter, selon votre projet, le plus grand intérêt. Alors, je vais reprendre le fil de ma présentation. Voilà, donc ça tombe bien. La transition est toute faite. Il est vraiment essentiel de se faire accompagner pour ce type de projet. Tout simplement, l'objectif, ça va être de tirer le meilleur parti des acteurs de votre territoire, de vous entourer des acteurs de l'aménagement urbain de votre territoire pour arriver à faire émerger les projets et arriver à les faire aboutir surtout. Donc pour ça, vous allez pouvoir vous entourer de bureaux d'études, que ce soit nous ou d'autres structures, le CAE également, de votre département respectif, mais également des financeurs. Donc là, je pense notamment à la région Grand Est et à l'Agence de l'eau, qui peuvent, sous certaines conditions, financer une partie soit des études, soit des travaux.
Donc l'objectif de se faire entourer, c'est tout simplement de bénéficier d'un regard extérieur. Vous avez forcément un parti pris quant au devenir du cimetière de votre commune. Le fait de faire intervenir une personne extérieure à votre commune qui aura un regard qui sera plus objectif permettra des fois de faire émerger certaines choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé ou que vous auriez pu penser impossible. Ça permettra également d'avoir un regard critique sur la faisabilité technique de vos projets. Tout simplement, des fois, on peut avoir quelque chose en tête qui, au final, malheureusement, n'est pas possible de réaliser parce qu'on va avoir telle ou telle contrainte qui va venir complexifier le projet. Ça vous permettra également d'avoir accès à des exemples de réalisation. Donc, comme je le disais à l'instant, on dispose, nous, dans le réseau de cimetières avec lesquels on a déjà travaillé, qu'on a accompagné, donc soit par le biais de réaménagement, soit par le biais d'études. Et donc, on peut vous adresser aux personnes qui les gèrent pour avoir un vrai retour d'expérience et avoir leur vrai ressenti, à la fois quant à la partie étude que derrière le bénéfice qu'ils auront pu avoir à réaménager un cimetière, mais également les difficultés qu'ils auront pu rencontrer dans cet aménagement. Et enfin, ça vous permettra d'avoir une estimation des coûts au plus juste, à la fois les coûts de réaménagement, mais aussi les coûts d'entretien sur un pas de temps beaucoup plus long. Et ça vous permettra de vous projeter plus facilement sur l'opportunité de réaliser de tels aménagements. Donc, la communication, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel sur ce type d'action. Donc, c'est essentiel de manière globale dans tout ce qui touche à la gestion différenciée, mais vraiment sur le cimetière, c'est vraiment le site sur lequel on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Il faut vraiment communiquer, expliquer par tous les canaux que vous avez à votre disposition, donc que ce soit en journal, le bulletin municipal, une radio locale, la télévision locale aussi, si vous avez ça à disposition, ou le site internet de la commune, ou encore des panneaux. On propose des panneaux prêts à l'emploi qui peuvent vous permettre de mettre le pied à l'étrier très rapidement et de communiquer comme ça rapidement sur les aménagements que vous pouvez réaliser. L'objectif, c'est vraiment de communiquer envers le plus grand nombre de personnes possible par tous les moyens que vous avez à votre disposition. D'expliquer tout simplement pourquoi vous en êtes venu à par exemple, enherber votre cimetière, pour derrière expliquer aux administrés, aux usagers, le bénéfice qu'ils vont pouvoir en tirer, à la fois eux en tant qu'utilisateurs, et les bénéfices au sens large qu'on va pouvoir en retirer en termes de bénéfices pour l'environnement, par exemple. Donc ça, vraiment, ne faites surtout pas l'impasse là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de garantir la réussite et la bonne acceptation d'un projet, par exemple, de réaménagement du cimetière par de la végétalisation. Donc là encore, on est également en mesure de vous accompagner sur ces aspects-là, hein, autant sur l'aspect étude que sur l'aspect communication. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse échanger à ce sujet. Donc, si vous souhaitez vraiment approfondir la gestion écologique des cimetières, la gestion sans produits phyto des cimetières, on a édité un guide tout simplement sur la conception et l'entretien du cimetière en zéro phyto, donc qui est en vente au prix de 15 €. Donc n'hésitez pas, là encore, à vous rapprocher des contacts en local pour pouvoir l'acheter si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc j'en ai fini avec cette présentation. Donc si vous avez des questions qui vous viennent a posteriori, n'hésitez pas à vous rapprocher des différents sites selon vos territoires, donc que ce soit Reims, Célestat ou Malzéville. Donc là, je vous mets sur cette dernière diapositive les contacts des différents référents, entre guillemets. Hein. On est tous amenés à intervenir sur ce type d'aménagement, mais voilà, des personnes plutôt identifiées en interne sur ce type de réaménagement. Donc Charlotte Trudeau pour le territoire champardonnais, Lucie Boissier pour le territoire alsacien, et donc moi-même, Arnaud Fouret, pour la partie Lorraine. Voilà, j'espère avoir répondu enfin, plutôt pouvoir répondre à vos questions maintenant. J'espère avoir suscité en tout cas l'intérêt et de la curiosité sur ces thématiques, et peut-être avoir fait émerger chez vous de futurs projets. Donc maintenant, je suis on est à votre disposition via l'espace chat pour répondre à vos questions. Alors, je vais quitter le partage d'écran.
Alors, du coup, Arnaud, si tu veux, je vais reprendre les quelques questions que j'ai notées pour t'éviter de remonter trop dans le chat. Notamment quand tu parlais végétalisation et également des arbres. J'ai une question de Madame Marquise qui se pose la question de savoir si c'est vraiment judicieux de planter des arbres qui, à la longue, risquent de détériorer les tombes. Et pour aller aussi plus loin, il y a M. Frédéric Maurice qui se demande si la plantation d'arbres ne suppose pas aussi la gestion de la chute des feuilles mortes. Alors si, bien sûr, c'est des choses qui vont de pair, et c'était ce que je disais tout à l'heure. En fait, les arbres, on va forcément ne pas les implanter n'importe où. On va sélectionner dans le cimetière des zones qui sont appropriées, qui sont suffisamment éloignées des tombes, à la fois pour éviter les dégradations vis-à-vis des racines qui vont se développer, mais aussi à la fois par rapport à la problématique de la gestion des feuilles. Le plus simple, ce serait de partir sur quelque chose qui est un peu similaire à ce qu'on a pu voir sur une des diapos, où on voyait une pelouse avec les arbres qui la ceinturaient. Voilà, sur un aménagement de ce type-là, ce sera beaucoup plus simple à gérer. Les feuilles vont tomber sur la pelouse, on les ramassera beaucoup plus facilement au souffleur. Et voilà, ça peut être une bonne solution. Mais effectivement, oui, on ne va pas pouvoir implanter un arbre n'importe où, n'importe comment. Merci. Pour les personnes qui ont posé des questions, n'hésitez pas à réactiver vos micros si vous avez besoin de précision. Voilà, c'est le moment d'échanger. Je passe à la question suivante. J'ai une question de Roger Bouligny qui parle au sujet du sens des tombes, que ce n'est pas facile à imposer, notamment par exemple dans le cas de tombes pour un cimetière musulman. Oui, bah forcément, il faut... Ouais. Effectivement, c'est une autre problématique. L'idée, si vous voulez, c'est plus qu'elles soient toutes dans... Enfin, en tout cas, les tombes d'une section, hein, bien sûr pas forcément à l'échelle de l'intégralité du cimetière, mais les tombes d'une section, qu'elles soient toutes alignées de la même manière. Comme ça, derrière, si vous avez à passer avec une tondeuse, vous n'avez pas à zigzaguer entre les tombes. C'était vraiment ça l'idée. Hein. Bien sûr, vous n'avez pas forcément la nécessité que l'intégralité des tombes d'un cimetière, que ce soit musulman, enfin un cimetière qui pourrait combiner musulman, zone musulmane, je sais pas, zone militaire et zone classique. Voilà, on peut très bien imaginer que chaque zone a son alignement qui lui est propre. Super. Une question de Mélanie au sujet du règlement de cimetière, est-ce qu'il est obligatoire? Alors c'est une bonne question, j'aurais tendance à dire que non, mais il est souhaitable. Oui, ça permet de cadrer les usages et l'ensemble des pratiques qui sont faites dans le cimetière, et notamment dans des projets de réaménagement, hein, ça peut être assez intéressant. Donc, par exemple, je sais qu'on a l'exemple aussi d'une commune qui a mis des sédums en intertombe. Donc, eux, dans le règlement de cimetière, ils ont aussi interdit l'entretien des tombes à la javel pour éviter voilà, d'abîmer la végétation qui avait été mise en place. Donc, ça permet aussi de cadrer, de structurer le projet dans des sujets de réaménagement comme ça. Ouais, exactement, c'est un bon exemple. Autre question de mon père, alors j'espère que je n'écorche pas les noms comme c'est des pseudos des fois. Avec des tombes jointives, n'y a-t-il pas des plaintes pour l'entretien des pierres tombales? Cela nécessite de grimper sur les tombes pour les nettoyer. Alors, ça dépend de la manière avec laquelle c'est réalisé. Si effectivement les monuments sont directement jointifs, enfin, j'entends les pierres tombales sont directement jointives, effectivement, il faut monter sur la tombe, c'est pas forcément l'idéal. L'idéal, c'est de partir sur des caveaux pré-maçonnés déjà implantés. Comme ça, déjà, on n'a plus besoin de faire venir une pelleteuse sur site pour creuser. Et du coup, on a forcément une semelle en béton périphérique qui fait qu'on a toujours un espace d'une dizaine de centimètres entre les deux plaques qui est sur la couverture des caveaux, et on n'a pas besoin de marcher sur la pierre tombale pour venir nettoyer, par exemple, cette pierre tombale. Après, il y a quelques questions que j'ai répondues en chat, donc je ne reviendrai pas dessus. Et enfin, là, c'est au sujet plus de la communication. Comment faire changer les esprits récalcitrants à ces nouvelles techniques, notamment au niveau de l'équipe municipale? Alors ça, j'ai envie de dire, la meilleure solution, c'est tout simplement de réaliser un petit voyage scolaire et de les emmener sur des aménagements qui ont déjà été réalisés et d'échanger avec les gestionnaires. En général, ça parle de soi. Enfin, les derniers cimetières avec lesquels on a pu travailler, franchement, le résultat était bluffant.
En termes d'entretien, on s'y retrouve aussi parce qu'au final, on est sur 4 à 6 interventions, par exemple, pour de la tonte, ce qui est beaucoup moins que ce qu'on pourrait avoir sur du désherbage manuel, par exemple, à la binette ou mécanique. Donc non, la démonstration par l'exemple, je pense que c'est la meilleure solution à apporter aux gens qui sont sceptiques sur ces thématiques. Et puis, n'hésitez pas, nous, ça fait également partie de nos missions hein, de vous accompagner sur ces sujets-là. On peut aussi se déplacer pour rencontrer l'équipe municipale, faire une réunion en interne pour expliquer les intérêts du projet, donner des exemples concrets. Et régulièrement, on organise des journées techniques sur diverses thématiques liées à l'entretien durable des espaces, avec des visites de sites, justement. Donc, c'est l'occasion, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On communique sur nos réseaux, sur le site internet ou via les invitations par mail. Donc, on est tout à fait à même de vous accompagner sur ces aspects de communication. Je te repose une autre question qui vient d'arriver à Arnaud, de Bertrand Boilly. Le fait que les terres aient été imbibées de désherbants pendant des décennies ne peut-il pas être un frein au bon développement de la végétalisation souhaitée? C'est pas une question facile. Ouais, la rémanence, c'est pas un sujet facile. Là, oui, j'ai envie de dire, tout dépend des produits qu'ils ont utilisés, de la mesure avec laquelle ils ont été utilisés, mais sur un pas de temps qui va à quelques années après l'arrêt des derniers traitements, je vois pas forcément de frein. Le mieux, si vous avez un doute par rapport à ça, ça va être de réaliser une zone de test sur une petite allée, par exemple. Vous cherchez en herbe. Si jamais vous voyez que ça prend pas, c'est que peut-être c'est trop tôt, qu'il y a un autre problème ailleurs. Hein, c'est pas forcément le problème des produits. J'en ai pas parlé, mais la période d'intervention, elle est vraiment essentielle, surtout avec les modifications qu'on connaît à l'heure actuelle en termes de climat. Maintenant, il y a encore quelques années, on évoquait soit une implantation au printemps, soit à l'automne. Je pense que maintenant, l'implantation au printemps, il faut l'oublier parce qu'on a trop de variabilité climatique, trop de risques de ne pas avoir suffisamment de pluviométrie pour que derrière les végétaux lèvent. Et du coup, il faut vraiment partir pour sécuriser son projet, vraiment partir sur un semis à l'automne, je pense. Et alors, on va reprendre juste une ou deux questions avant de clôturer, je pense. Madame Marquis, sur un sujet, oui, qui est peut-être un petit peu plus innovant, avec notamment les questions des urnes funéraires biodégradables en forêt, et qui peut être un sujet intéressant peut-être à aborder par la suite. Mais il y a une réglementation spécifique par rapport à ça, peut-être Alors là, pour le coup, je vais être limité, je pourrais pas répondre, mais pour moi, justement, il y a un souci de réglementation par rapport à ça. Mais là, tout de suite, j'ai pas la réponse. Il y a un ouvrage, enfin des ouvrages qui existent. Alors, vous allez peut-être pas forcément voir grand-chose, mais comme celui-ci, la réglementation, le guide de la législation funéraire aux éditions collectivités territoriales. On pourra vous mettre les références si jamais ça vous intéresse. Où dedans, vous avez tous les textes qui viennent régir les règles pour l'inhumation, pour la construction d'un cimetière. Voilà, ça pourra peut-être répondre à votre question. Là, à l'instant T, malheureusement, j'ai pas la réponse. Et enfin, j'ai une question au sujet des intertombes et des tombes abandonnées. Est-ce que la pose de gazon synthétique pourrait être une solution? Alors, ça pourrait être de manière très, très, très ponctuelle et très, très limitée dans le temps. Par exemple, vous avez fait votre préparation du sol et c'est pas le moment de semer. Pour éviter qu'il y ait quelque chose d'autre qui se développe et vous évitez d'avoir à faire un faux semis, par exemple, pour faire du désherbage. Vous pouvez envisager de mettre une petite plaque si vous en avez une petite plaque de gazon synthétique, mais il ne faudra pas que ça aille au-delà parce que derrière, en termes d'environnement, c'est pas intéressant. En termes d'îlots de chaleur urbain, c'est pas intéressant non plus. Ça va s'échauffer autant, peut-être même voire plus que des minéraux, du paillage minéral. Donc, non, franchement, c'est pas une bonne solution. Et en plus, vous risquez de polluer sur le long terme votre sol parce que ça va forcément se dégrader. Voilà, c'est ça. Ça va forcément produire des microplastiques qui vont se retrouver dans le sol. Donc, non, honnêtement, je pense pas. À la limite, ce qui serait plus intéressant, ce serait de bâcher avec en feutre et de mettre des copeaux, par exemple, de broyat. Ce serait déjà plus intéressant en termes de couverture.
C'est vrai que je suis passé un peu vite dessus, on avait une diapo là-dessus où on voyait un exemple d'intertombe qui avait été traité avec du brouillard. C'est aussi une solution qui est un peu moins durable que les autres, qui va tenir quelques saisons, de 2-3 ans, pas beaucoup plus. Il faudra revenir régulièrement. Mais c'est aussi une solution qui peut s'envisager. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour des questions. On va pouvoir vous libérer. Excusez-moi, bonjour. Est-ce qu'il y a une réglementation spécifique sur les casurnes pour les implantations? Alors j'aurais tendance à vous dire que c'est la même réglementation que pour les caveaux classiques maçonnés. Après, comme c'est une pratique qui est assez récente, là, j'ai pas creusé spécifiquement ce point-là, mais c'est quelque chose. Là encore, je pense que la réponse, on peut l'avoir facilement dans les ouvrages dont j'ai parlé tout à l'heure de réglementation. Mais en tout cas, je peux creuser puis vous faire un retour. Ah, merci, c'est sympa. Ouais, ok. Je vous ai laissé mon adresse mail. Oui, j'ai bien noté toutes les adresses mail qui m'avaient été mises dans le chat. Il n'y a pas de souci, on vous transmettra les documents. D'accord, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. C'était très intéressant. Merci. Merci, monsieur. Et merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous de toute façon si vous avez des questions qui vous viendraient par la suite. On reste disponible, Arnaud, et puis le reste de l'équipe également. D'accord, merci. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.